Bonjour Audrey Tcherkov, bienvenue. Vous êtes donc avec nous en visioconférence. Vous présidez l'Institut de l'économie positive depuis 2018 et vous avez pris la direction générale du Women's Forum. C'était en avril dernier. On commence avec l'économie positive créée par la Fondation Positive Planète de Jacques Attali. C'est quoi les missions en fait? Ça veut dire quoi économie positive? Alors bonjour Thomas Hugues, tout d'abord je suis très heureuse d'être sur Bismart avec vous aujourd'hui, même si ça aurait été mieux en plateau évidemment. Alors l'économie positive, c'est celle qui fait passer le long terme avant le court terme, c'est-à-dire que c'est l'économie qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le capitalisme patient. On va travailler sur des temps plus longs pour avoir des résultats qui ne vont pas soit détruire la planète, soit avoir des conséquences sociales désastreuses. Et de toute façon, on voit bien, hein, l'humanité, enfin notre monde ne pourra pas survivre si les hommes politiques ou les dirigeants d'entreprise ne pensent qu'au cours de bourse de la semaine prochaine ou à leur réélection. Donc il faut absolument implémenter des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles de rentabilité qui ne soient pas fondés sur le principe seulement de moindre nocivité, je dirais, ou alors d'action ponctuelle de bienfaisance, mais vraiment sur l'impact positif que l'entreprise peut avoir sur la société à tous les niveaux. Et donc pour ça, il s'agit de savoir comment apporter croissance et développement aux générations à venir de façon plus durable et équitable. Et ça exige simplement, si vous voulez, que les entreprises et que les chefs d'entreprise placent l'intérêt général avant le leur et qu'ils considèrent les dépenses pour la protection de l'environnement, dans la santé, dans la lutte contre les inégalités, par exemple, comme des investissements, et plus comme un coût. Ouais. Vous avez publié chez Fayard, avec Jacques Attali, un manuel pour une sortie positive de la crise. Et le point de départ de ce manuel, l'un des éléments marquants, c'est une enquête d'opinion menée auprès de 6000 personnes à travers le monde, dans les pays du G20. 96% des citoyens de ces pays du G20 souhaitent des changements durables dans leur société. Mais est-ce qu'ils sont prêts, Audrey Tcherkov, au bouleversement que cette transition écologique, révolution dont on parle tous les jours dans notre émission, peuvent provoquer au quotidien? Je pense par exemple au transport. Pour des millions de Français qui vivent en zone rurale, c'est 30% des Français, 30% de la population aujourd'hui. La voiture, à l'instant T, c'est non négociable. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument, évidemment. Il y a le sujet de comment est-ce qu'on règle les fins de mois, avec le sujet de la fin du monde, évidemment, qui va approcher de plus en plus vite si on ne prend pas soin de notre environnement et de notre société de manière plus générale. Quand on a lancé ce sondage, on n'a pas été vraiment surpris de voir qu'en effet, 96%, vous l'avez rappelé, des citoyens des pays du G20 demandaient vraiment des changements durables dans leur société à l'issue de cette crise. Mais on a été plutôt surpris par le fait qu'ils étaient prêts justement eux-mêmes à implémenter des changements dans leur quotidien. Par exemple, plus de 80% des citoyens se disent prêts à gagner un peu moins d'argent pour justement que le restant soit reversé sur des sujets d'intérêt général, prêts aussi à passer beaucoup plus de temps qu'ils ne le passent aujourd'hui à prendre soin de leurs concitoyens. Et ça a été vraiment un projet passionnant, puisqu'on a mis en avant des thématiques primordiales de l'économie de la vie, le lien entre la protection de l'environnement et la santé. On voit bien que la santé humaine, animale et environnementale sont liées, et pourtant on travaille en silo. Donc on a proposé une série de solutions très concrètes à destination des leaders du G20, mais aussi de nombreuses pistes d'action individuelles et collectives, justement pour que chaque citoyen puisse se réinventer et soit artisan du changement. Sur Bismart, on a évidemment beaucoup de chefs d'entreprise, de cadres et de salariés évidemment, mais qui nous écoutent. Est-ce que vous pensez que les entreprises sont un puissant levier de transformation sociétale, peut-être le plus puissant? Bien sûr. Alors, je pense que les entreprises, elles ne peuvent pas faire tout toutes seules, de la même manière que les gouvernements ne peuvent pas tout faire tout seuls, et que la réponse, elle sera vraiment collective. Mais c'est sûr que quand, par exemple, Shell annonce que ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre vont être pris en compte dans la rémunération des dirigeants, je veux dire, ça c'est formidable. Ça va, impliquer un changement et une véritable transformation. AXA, pareil, qui débloque une enveloppe de 7 millions d'euros
pour réduire progressivement l'écart des salaires ou encore des PME. J'ai l'exemple en tête de cette PME qui met à disposition un guide pour promouvoir l'égalité homme-femme et l'égalité professionnelle au sein de son organisation. Tout ça, c'est formidable. Et justement, plutôt que d'être dans les mesures coercitives qui sont punitives, moi, je suis plutôt dans l'incitation positive, évidemment, et c'est ce qu'on fait avec l'Institut de l'économie positive en accompagnant toutes les entreprises de toute taille et tous secteurs confondus, justement, dans leur transition positive. Et ça concerne les enjeux environnementaux, de gouvernance et sociaux. Alors l'égalité femmes-hommes et notamment l'égalité salariale, c'est évidemment l'un des thèmes portés par le Women's Forum dont vous avez pris la direction générale en avril dernier. C'est une entreprise du groupe Publicis. Qu'est-ce que vous voulez impulser à la tête du Women's Forum ? Alors, tout d'abord, les liens évidemment entre les deux sujets sont évidents, puisque l'économie positive, on l'a dit, c'est vraiment l'ensemble de ces actions qui sont tournées vers l'intérêt des générations futures. Et finalement, quoi de plus important pour les générations futures, enfin pour les générations qui vont arriver, que d'accompagner aujourd'hui toutes les femmes, c'est-à-dire la moitié de la population mondiale, à avoir accès aux mêmes possibilités, aux mêmes chances, avoir les mêmes rêves, avoir accès aux mêmes opportunités que les hommes, en traitant ce problème d'inégalité vraiment qui perdure à l'échelle mondiale dans son entièreté. Et pas dans l'intérêt des femmes seulement, évidemment, mais bien évidemment dans l'intérêt de tous, puisque priver les femmes de s'impliquer dans les instances de gouvernance, c'est se priver de la moitié des talents et quelque part, c'est n'avancer que sur une jambe. Donc les liens entre les deux organisations et les deux sujets sont évidemment très clairs. Et ce que j'ai envie de vous dire, pour répondre à votre question, ce que j'ai envie d'impulser, c'est le fait de rassembler. Je pense que face à la fracture sociale qu'on est en train de vivre en France, mais dans l'ensemble des pays du monde, puisqu'elle n'épargne personne, cette fracture sociale, plus que jamais, il est essentiel de rassembler les gens. Donc j'ai envie de m'adresser à la société civile à travers les grandes conférences internationales que le Women's Forum organise, aussi aux leaders et aux dirigeants politiques et économiques. Et j'ai envie de m'adresser à toutes les femmes et pas seulement à une catégorie de femmes. Et ce qui est très important pour moi, c'est la mesure d'impact. C'est-à-dire que comment est-ce que le Women's Forum va aujourd'hui, en 2022, sachant que l'égalité femmes-hommes n'a jamais été aussi ébranlée, comment est-ce qu'on va développer une mesure d'impact? Donc nous avons créé, là en très peu de temps, en à peine 12 mois, plusieurs coalitions. Je pense à Centrale Sup, avec Centrale Supélec et Centrale Supélec Alumni. On a développé un programme de mentorat pour encourager les jeunes étudiantes à se lancer dans les filières technologiques, puisqu'on connaît les chiffres accablants dans ces secteurs-là, avec un manque de représentation féminine absolument terrible. Et tout ça, ce sont les métiers de l'avenir. Donc plus que jamais, on a besoin d'encourager les femmes et les jeunes femmes à se lancer dans ces filières-là. On a aussi un souci, puisqu'une fois qu'elles se sont lancées, une fois qu'elles ont intégré ce qu'on appelle les filières STEM, scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de mathématiques, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à changer de trajectoire et de parcours en cours de route, parce qu'il y a un écart salarial beaucoup plus important dans ces filières-là. Donc vous voyez, c'est vraiment un combat, comment dire, ce qu'on appelle le leaky pipeline, vraiment au long cours. Et puis on a aussi lancé un incubateur qui s'appelle Women Entrepreneurs for Good avec HEC et Procter & Gamble, qui vise à incuber les jeunes femmes qui ont des idées de start-up avec un impact positif sur leur environnement. Voilà, et donc on les accompagne. Oui, mais Audrey Tcherkov, quand ces jeunes femmes ont traversé ces différents obstacles, on va dire, elles ont du mal à financer leurs entreprises. On va revoir juste après votre interview un débat qu'on avait eu avec Sarah Beth et Émilie Daversin, les deux des fondatrices de Leia Capital. Oui. Les femmes lèvent en moyenne 2,5 fois moins d'argent que les hommes auprès des fonds d'investissement. La finance, c'est quoi? C'est le dernier bastion du machisme? Alors écoutez, en effet, là vous me mettez le doigt sur le nerf de la guerre, parce que le nerf de la guerre, évidemment, c'est l'argent. Et on voit que si les rapports et les conférences, elles se multiplient sur le sujet-là, on voit que les chiffres ne bougent pas, puisqu'en effet, c'est 2% des startups qui sont dirigées ou co-dirigées par des femmes qui sont financées en France. Bon, vous imaginez ce qui se passe à l'échelle mondiale.
On a d'un côté des évolutions qui sont très positives. Par exemple, la loi Rixin, qui date du 24 décembre dernier, qui est une loi qui vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle et qui a vraiment pour objectif de remédier aux difficultés qui sont rencontrées par les femmes, justement en facilitant leur accès à l'autonomie financière, à l'insertion professionnelle lorsqu'elles ont eu un enfant, etc. Tout ça, c'est absolument essentiel. Donc ça, c'est une vraie victoire, puisque ça impose aussi un quota de 40% de femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes d'ici 2029. Maintenant, quand on regarde en effet ce qui se passe très concrètement, de manière globale, les femmes restent encore trop souvent sous-représentées, mais même au niveau des entreprises du CAC 40, hein, ça ne concerne pas que les start-up. Engie aujourd'hui est la seule entreprise dirigée par une femme, Catherine McGregor. Alors évidemment, ça va changer, puisqu'Antoine Frérot, qui est aujourd'hui à la tête de Veolia, passe le braquet à Estelle Brachlianoff. C'est bien, on sera à deux. Un dernier mot pour conclure. Voilà. Non, écoutez, un dernier mot, c'est que je pense que plus que jamais, il faut rester positif. Il faut encourager les citoyens, les entrepreneurs et les leaders politiques qui ont envie de changer les choses et de réenchanter un peu le débat avec des exemples concrets positifs qui existent, et il y en a beaucoup. Merci beaucoup, merci Audrey Tcherkov. À bientôt sur Bismart. Et donc, comme promis, on va revoir ensemble ce débat consacré à Leia Capital. Comment financer les start-up, les entreprises au féminin?